la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de la 3e édition du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques décryptent les origines de la vie. Bonsoir et bienvenue à la BNF. Alors merci d'abord à vous qui êtes venus nombreux ce soir dans ce petit auditorium. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BNF pour ce deuxième débat de notre cycle sur les origines. Après les origines de l'univers, le mois dernier, ce soir nous allons donc nous interroger sur les origines de la vie. Carrément, immense et vertigineuse question à laquelle je vous rassure tout de suite, nous n'allons pas répondre, mais qui va plutôt ouvrir de nouvelles pistes de recherche et d'interrogation sur la vie elle-même, qui est de plus en plus difficile à définir. Qu'est-ce que la vie ? De quelle forme de vie parle-t-on ? Unicellulaire ou complexe ? Si l'on sait bien depuis Pasteur qu'il n'y a pas de génération spontanée, comment ce passage de la matière inerte à la vie a-t-il pu ou dû se produire, en tout cas au moins une fois, voire plusieurs fois ? Il sera question d'émergence, mais aussi d'extinction. La vie a-t-elle démarré sur Terre, dans les océans ou ailleurs, dans l'espace, même si l'on ne croit plus du tout à la panspermie, à la vie apportée sur Terre par une météorite ? La découverte des exoplanètes et la recherche d'autres formes de vie extraterrestres nous ouvrent de fructueuses perspectives. Alors pour remonter le temps et l'espace, sur les traces des toutes premières formes de vie, des premières briques ou particules à la base de toute forme de vie. Au fond, c'est ça que vous étudiez déjà, Marie-Christine Morel. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, oui. Bonsoir, oui, alors... Je vais vous présenter et je vous laisser après continuer. Donc vous êtes professeur de biologie cellulaire et moléculaire à Sorbonne Université et au Muséum national d'histoire naturelle, où vous étudiez donc les formes prébiotiques, les premières briques ou particules nécessaires et indispensables à l'apparition de la vie. Vous avez notamment publié, Marie-Christine Morel, La naissance de la vie, de l'évolution prébiotique à l'évolution biologique. Ça, c'était chez Duno. Les origines de la vie, plus récemment aux éditions du Pommier. Et puis vous vous intéressez aussi aux traces de vie détectables ailleurs dans l'espace. Vous avez aussi publié avec le poète astrophysicien Michel Cassé Xénobiologie vers d'autres vies. Donc d'autres vies ailleurs dans l'espace, ça c'est votre domaine de recherche. Stéphane Masvet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur, après avoir été porteur d'un projet de recherche interdisciplinaire sur les origines et les conditions de l'apparition de la vie à l'université PSL, Paris Sciences Lettres. Vous êtes l'auteur, Stéphane, aux éditions Odile Jacob, d'un ouvrage remarquable, Les exoplanètes et la vie dans l'univers, ou comment cette quête de vie extraterrestre nous permettra peut-être de comprendre comment la vie a émergé sur Terre et pourquoi nous sommes, en tout cas à l'heure qu'il est, la seule planète de tout l'univers, à ce qu'on sache, qui abrite la vie. Une vie complexe ne saurait-elle se développer que sur Terre, donc en coévolution finalement avec notre planète ? Là encore, les questions sont ouvertes et vertigineuses, aussi vertigineuses que votre découverte, Abderrazak El Albani. Bonsoir, Abder. Bonsoir. Vous êtes professeur de géologie et de sédimentologie à l'université de Poitiers. Lors de fouilles au Gabon, c'était en 2008, vous avez mis au jour des fossiles d'organismes multicellulaires vieux de 2,1 milliards d'années, soit 1 milliard d'années plus tôt que prévu. Alors pourquoi et comment ces formes de vie complexes existaient déjà ? Ont-elles disparu ? Ont-elles réapparu quand les conditions atmosphériques ont changé ? Voilà encore des questions ouvertes que vous partagez d'ailleurs dans un ouvrage collectif, Abderrazak El Albani, Aux origines de la vie, une nouvelle histoire de l'évolution, paru chez Duno, et dans un ouvrage illustré, Comment tout a commencé sur la Terre. Alors pour remonter justement aux origines de la vie sur Terre, notre sujet ce soir, on commence, c'est la coutume, par un document issu des trésors de la BNF et consultable évidemment sur le site de la bibliothèque numérique Gallica. C'est l'évolution des mondes, traduit en français en 1910, signé du Suédois Svante Arrhenius, prix Nobel de chimie en 1903. Arrhenius est connu pour avoir le premier émis l'hypothèse que les concentrations de gaz carbonique dans l'atmosphère pouvaient influer sur le climat, un découvreur en fait de l'effet de serre dans l'évolution des mondes. Dans cet ouvrage, il propose évidemment une synthèse des connaissances cosmologiques à l'époque, à l'aube du XXe siècle, sur la construction du Soleil, des planètes, état des nébuleuses et des soleils. Mais aussi, plus étonnant, Arrhenius s'interroge aussi sur les origines de la vie, ou plus exactement, sur la dissémination de la vie dans l'univers. Car Arrhenius croyait à la panspermie, il défendait l'idée que la vie serait venue d'ailleurs importée par une météorite.
et se seraient développés sur Terre des organismes extrémophiles quand les conditions se seraient révélées favorables, ce qui lui permettait au fond de contourner cette question quasi impossible qu'on va aborder ce soir, de la question de l'origine de la vie qui aurait donc toujours existé finalement dans l'espace. Il le disait lui-même, Arrhenius, c'est page 232 de cet ouvrage, nous pouvons bien nous habituer à la pensée que la vie a toujours existé et que c'est un travail inutile que de chercher à en connaître l'origine. Alors je ne sais pas si c'est inutile, Marie-Christine Morel, mais en tout cas ça paraît quand même impossible, cette quête des origines, et pourtant... Oui, alors, chercher les origines, c'est une quête impossible. En effet, c'est une quête inachevée, disait aussi un autre philosophe, Popper. Et ce que dit Arrhenius, donc, dans son ouvrage paru en 1907, qui a été traduit en 1910 en français, si je me souviens bien, c'est que la vie a toujours existé, il n'y a pas d'origine, et elle a été disséminée dans l'espace grâce aux rayons lumineux. Arrhenius, c'était la radio-panspermie. Et Lord Kelvin, c'était la panspermie, c'est-à-dire effectivement des germes qui venaient de partout, de météorites, de poussières spatiales, etc. Donc Arrhenius disait ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'origine à la vie, et effectivement, lorsqu'on s'intéresse à la panspermie, de toute façon, ça ne fait que repousser le problème des origines ailleurs, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Il faut bien expliquer comment les choses se sont formées. Et c'est d'autant plus difficile que, effectivement, nous sommes des poussières d'étoiles, comme disait si joliment Hubert Reeves, et nous sommes constitués d'atomes issus de l'explosion de planètes. Hein, tu me corriges, Stéphane, d'étoiles, tu me corriges si je me trompe. Et donc nous sommes constitués des mêmes éléments, des mêmes atomes que la matière minérale, quoi, qui n'a pas les caractéristiques du vivant, c'est-à-dire carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, silicium, même s'il y a peu de silicium chez nous, enfin il y en a beaucoup chez les diatomées par exemple. Donc on est constitué des mêmes éléments, mais dans des proportions différentes. Donc, chercher les origines de la vie, c'est partir de ces éléments élémentaires, des atomes qui s'associent en molécules, et de voir comment ces molécules réagissent entre elles pour donner les molécules qui nous constituent. Alors nous, évidemment, parce qu'on ne pense qu'à nous, hein, on a beau dire qu'on s'intéresse à d'autres choses, mais enfin, on ne pense qu'à nous. Et bien donc, on essaie de voir comment sont apparus, grâce à ces atomes et grâce à ces molécules, comment sont apparus les acides aminés qui vont former les protéines, comment sont apparus les briques élémentaires de l'ADN et de l'ARN. Voilà ce qui constitue le quotidien des gens, des chercheurs qui s'intéressent aux origines de la vie, aux origines prébiotiques de la vie. C'est ça, vous travaillez sur les prébiotiques, vous étudiez ce qui est avant la vie, ce qui a pu donner la vie. Enfin, voilà, ce qui a pu, à un moment donné, s'organiser de manière à donner ce que nous observons aujourd'hui. Mais on est en droit de se poser la question, il faut se poser la question de savoir est-ce que les choses se sont passées aux origines comme nous les observons aujourd'hui. Il est bien évident que depuis les 4 milliards d'années que l'on imagine, que les géologues nous disent et subdivisent en différents éons, eh bien, au cours de ces 4 milliards d'années, il s'est passé tellement de choses, tellement d'extinctions, tellement de résurgences de vie qui n'existaient pas encore et qui ont pu apparaître à un moment donné. Il y a certainement eu plusieurs origines de la vie, d'ailleurs. Moi, je parle toujours des origines au pluriel. Eh bien, donc c'est très, très difficile, quoi. Et alors, je montrais tout à l'heure une phrase que je vous livre quand même, parce que je la trouve magnifique, très, très magnifique. Introduction, oui, à notre... Voilà, donc je vous la livre. Je l'ai trouvée avant de venir tout à l'heure. Nous chercherons donc, nous trois et bien d'autres, comme si nous allions trouver, mais nous ne trouverons jamais qu'en ayant toujours à chercher. Donc, au fond, notre métier, c'est ça, c'est-à-dire que nous mettons dans cette recherche de trouver, nous chercherons donc comme si nous allons trouver, mais nous ne trouverons jamais qu'en ayant
toujours à chercher. Et c'est ça notre destin de chercheur, c'est-à-dire cette quête inachevée, on la retrouve dans cette phrase, qui est une phrase de Saint-Augustin. Alors c'est pas pour faire du prosélytisme religieux, mais Saint-Augustin était un théologien qui voulait allier la théologie et la philosophie. Et ma foi, donc ça lui a bien réussi, en tout cas au niveau de cette formulation. Stéphane Mazvet, vous cherchez et vous allez continuer à chercher. En fait, vous vous intéressez, il y a une explosion de découvertes d'exoplanètes, à la vie extraterrestre, mais pour mieux comprendre l'émergence et l'origine de la vie sur Terre. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que dans la quête des origines, il y a 2 points à garder à l'esprit. C'est que si vous demandez à un chimiste ou un biochimiste à l'heure actuelle de vous créer la vie en laboratoire, c'est-à-dire de prendre un ensemble de particules élémentaires et de créer un système chimique auto-entretenu qui va se multiplier, qui va s'auto-alimenter, il n'y arrive pas. Donc c'est une des grandes énigmes scientifiques de basculer de l'inerte au vivant. Donc est-ce que c'est une barrière discontinue? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est une frontière poreuse? Ça, c'est une vraie question de chimistes et de biologistes. Et le deuxième élément, c'est que ça s'est passé sur Terre, comme nous le disent les géophysiciens et les géologues, il y a 4 milliards d'années, et on a perdu toutes les traces, parce que la surface de la Terre est en renouvellement permanent, et donc les conditions à la surface de la Terre, que ce soit les conditions atmosphériques, de température, la lumière du soleil, tout ça a beaucoup évolué en 4 milliards d'années, et donc ces conditions qui existaient à l'origine, on en a des idées, parce qu'on les modélise, mais on n'a pas tant que ça de traces en termes de quelle était la condition ou les conditions qui ont permis à la vie de démarrer. L'autre élément important, c'est qu'on sait que naturellement, si on cherche partout sur Terre, on ne voit pas d'endroit où la vie démarre spontanément. Où ça, il n'y a pas de génération spontanée. Voilà, génération spontanée. Oui, c'est ça. Et donc, dans une vision astrophysique des choses, c'est de dire, voilà les contraintes qu'il y a. Donc il y a des gens qui cherchent, les géophysiciens, les chimistes, les biologistes qui cherchent dans le laboratoire, sur le terrain, sur la Terre. Mais la Terre est une planète, et de transférer cette question, alors ça a commencé vers d'autres planètes du système solaire. C'est pour ça qu'on envoie tout un tas de sondes sur Mars, parce qu'on pense que Mars était dans des conditions similaires à la Terre il y a 4 milliards d'années, à la différence que Mars n'a pas de tectonique, c'est-à-dire que la surface de Mars est restée plus ou moins pareille depuis 4 milliards d'années. Donc on espère trouver des traces de ce qui a pu, des conditions, et voir de ce qui a pu démarrer en tant que vie il y a 4 milliards d'années. Vénus, ça aurait pu être le cas, elle était peut-être habitable il y a 4 milliards d'années, mais les conditions en surface à l'heure actuelle font qu'on n'a plus de traces et plus de moyens d'aller remonter dans le temps l'histoire de la Terre pour trouver des analogies. Et donc avec la découverte des exoplanètes, ça a ouvert le terrain de jeu de manière beaucoup plus importante, puisque depuis 1995, donc on a commencé à découvrir des exoplanètes. On les a découvertes parce qu'elles n'étaient pas du tout dans la configuration de notre système solaire, c'est-à-dire qu'on avait une vision de l'univers où tous les systèmes planétaires, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on retrouve dans cet ouvrage, tous les systèmes planétaires ressemblaient au système solaire. On s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, on a changé beaucoup de choses dans notre histoire du système solaire, mais à l'heure actuelle, les exoplanètes, on commence à réfléchir à construire des instruments pour trouver justement des analogues à la Terre, et voir si ce qui s'est passé sur Terre, c'est-à-dire ce démarrage de la vie, est quelque chose unique à la Terre, ou au contraire, est-ce que c'est multiplié, c'est-à-dire des mêmes conditions amènent les mêmes conséquences, c'est-à-dire le démarrage de la vie si la planète ressemble à la Terre autour d'un soleil qui ressemble au soleil. Immense question. C'est l'éclairage que l'astrophysique et l'astronomie, avec la découverte des exoplanètes, essayent d'amener à cette question. Alors maintenant, je veux bien l'éclairage du géologue, Abner El Albani, avant d'en arriver aux formes de vie complexes que vous avez découvert au Gabon et qui chamboulent un peu toute cette histoire aussi. Le point de vue du géologue, justement, sur l'apparition, revenons sur Terre, l'apparition de la vie, qu'est-ce que le géologue peut en dire? Et aussi, quelle serait aussi votre définition de la vie? Parce que ça, je vais leur reposer la question à chacun d'entre vous. Mais on commence... Alors, la Terre, c'est juste une petite correction, 4,5 milliards d'années. C'est quand même 500 millions d'années, c'est pas rien. Oui, mais enfin, la vie n'est pas apparue à 4,5. Non. Oh, excusez-moi, la vie n'est pas apparue à 4,5. Non, mais 500 millions d'années, on peut faire des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup de choses, justement. Parce que
juste pour revenir sur les 500 millions d'années, Darwin, sur la base de sa théorie, bien entendu, elle est sur 520 millions d'années. Hein. Donc ça, c'est juste il y a des choses qui peuvent se passer. Effectivement, la notion du temps donne le vertige. Alors, ce qui me concerne, moi, en tant que géologue, parler de traces de vie, c'est quelque chose qui est, comment dire, représenté par... on ne trouve pas la matière organique en elle-même. Elle est transformée en matière minérale. Donc ça va donner quelque chose qu'il faudrait diagnostiquer, il faudrait caractériser, il faudrait montrer ce que les anglo-saxons ont inventé, un terme que je trouve très bien, la biogénicité, montrer que c'est du biologique. Et donc il faut trouver à la fois des éléments chimiques qui sont conservés là, et il faut trouver des formes, il faut trouver une diversité pour montrer que c'est du biologique. Donc le biologique pour nous peut être microscopique, donc on ne le voit pas, et peut être macroscopique. Et en ce qui me concerne, moi, le sujet de recherche sur lequel je travaille, il rejoint, et moi j'ai beaucoup à apprendre de ce qu'ils font les collègues, j'ai besoin de savoir à quel moment on va traverser quand même un sacré palier pour passer du microscopique unicellulaire vers le macroscopique pluricellulaire. Et donc, il y a toutes les étapes qui passent par les exoplanètes jusqu'aux briques élémentaires du vivant, ça c'est le principal. Mais qu'est-ce qu'on trouve comme traces de vie enregistrées dans les roches? Ce sont des filaments bactériens, les plus anciens, allez, on va dire autour de 3,8 milliards d'années, mais il y a des articles qui nous disent que ça peut aller jusqu'à 4,1 ou 4,2 milliards d'années. Donc nous, cette partie-là, c'est vrai que nous, on bosse pas trop là-dessus, mais on s'intéresse juste à une période cruciale, on en parlera tout à l'heure, vers 2 milliards 100, où là on voit un virage qui nous emmène vers la pluricellularité. Mais toutes les étapes décrites par les collègues sont extrêmement fondamentales pour que nous on puisse apprendre et comprendre par la suite comment on a pu franchir ce palier. Il ne va pas se faire comme ça, il se fait parce qu'il y a des conditions, peut-être qu'on en parlera après. Hein. C'est ça, des conditions géologiques, atmosphériques qui le permettent. Et on se rend compte aussi, quand on parle des origines de la vie, je vais vous demander votre définition de la vie, mais aussi de quelle forme de vie on parle. Est-ce que ce sont des premières briques, enfin ou des formes de vie unicellulaires ou complexes, multicellulaires, parce qu'il y a eu plein d'origines. Et qu'est-ce qui est le plus peut-être compliqué là-dedans aussi, quoi, de définir la vie, de comprendre comment elle a émergé, impossible, on l'a dit, mais on continue à chercher, on continuera à chercher, comment elle s'est maintenue ou pas. Quelle est votre définition de la vie à chacun, Marie-Christine Morel? Écoutez, il y a à peu près entre 120 et 200 définitions de la vie. C'est ça. Qui ont été, bon, bah, c'est bon, on a 20 donc heures devant nous. Si vous avez votre soirée avec voilà. vous, on peut essayer d'en éplucher quelques-unes. Mais c'est extrêmement vaste. Enfin, tout dépend le point de vue dans lequel on se trouve, à quel niveau on fait sa recherche. Bon, chaque chercheur a son petit territoire qu'il explore et qu'il veut mettre en avant à tout prix. Chaque philosophe a son idée qu'il veut absolument approfondir, développer. Il y a peu de... Enfin, disons qu'il y a énormément de définitions, et il y en a. Enfin, moi, pour la mienne, et celle qui, je crois, est incontestable, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas de vie en dehors de son environnement, des rapports avec son environnement. Toute vie est en rapport avec un environnement. Donc, si on admet ça comme définition, eh bien, on peut chercher de la vie, effectivement, sur des exoplanètes, partout ailleurs. Il suffit de bien connaître l'environnement et puis de ne pas se fixer sur une idée précise de la vie, c'est-à-dire un compartiment, un métabolisme de l'ADN ou de l'ARN qui se reproduit, enfin, etc. Parce qu'il est bien évident que la vie est en rapport avec l'environnement. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se produit, toutes les réactions chimiques et toutes les rencontres entre molécules de différents milieux, des molécules qui se sont formées dans des sources chaudes sous-marines ou des sites hydrothermaux de surface ou à proximité de geysers, eh bien, ce sont des sites particuliers. À un moment donné, ces sites-là, en raison des mouvements de la planète, des mouvements atmosphériques, etc., ces choses qui se sont produites ont pu se rencontrer
et donner de la vie, exactement comme nous vivons. Vous savez que vous n'êtes pas seul au monde. Vous avez en vous des milliers, des milliards de bactéries, de virus, de petits ARN. Et donc, quand vous avez le spleen, dites-vous, non, je ne suis pas seul au monde, j'ai tout un tas d'organismes qui vivent avec moi, qui prennent soin de moi, et donc je dois prendre soin d'eux. Eh bien, la vie, c'est exactement... Ça, c'est au niveau de notre organisme, mais au niveau des micro-organismes, eh bien, c'est ainsi que les choses se sont produites, à mon avis, mais c'est ma vue de l'esprit scientifique. Donc, je crois qu'il faut vraiment tenir compte de l'environnement dans lequel on explore, on étudie la vie et ensuite essayer de voir ce qu'il est possible de réaliser dans cet environnement-là. Et puis, il ne faut pas se contenter non plus de regarder les molécules. Stéphane, tu disais à juste titre qu'on trouve des molécules partout dans l'espace, sur Mars, enfin, etc., dans les poussières, sur les astéroïdes, et même sur des comètes, on trouve un acide aminé qui s'appelle la glycine, enfin, etc. Mais une molécule, ça ne fait pas la vie, et même des molécules, ça ne fait pas la vie. Et il y avait un grand anatomiste qui s'appelait Xavier Bichat, qui a vécu pas très longtemps, mais qui avait fait un travail absolument extraordinaire, et qui disait que la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, c'est pas un ensemble de formes. J'ai souvent entendu dire, et des gens très cultivés, même des grands philosophes, dire, reproduisant les propos de Bichat, disant la vie c'est l'ensemble des formes qui résistent à la mort. Ça n'est pas une question de forme, c'est une question de fonction. Et donc quand on trouve par exemple sur Mars, ou dans des météorites, récemment, il y a des papiers récents qui sont apparus avec des nucléosides, des nucléotides, c'est-à-dire les briques élémentaires de l'ADN ou de l'ARN qu'on a trouvées dans des météorites et qu'on dit, ben voilà, donc la vie est possible dans des météorites. Eh bien non, ce n'est pas de la vie, ça. Ce qui est possible, c'est si ces molécules sont capables d'accomplir des fonctions du vivant, c'est-à-dire de s'appareiller pour ce qui est des bases, des fameuses bases de l'ADN ou de l'ARN, s'appareiller pour ensuite se désappareiller puis se réappareiller, c'est-à-dire amener à une reproduction. Pour les protéines, c'est la même chose. Les acides aminés, si on peut s'ils peuvent se mettre bout à bout et puis accomplir un certain nombre d'actes catalytiques, et là, à ce moment-là, on peut s'interroger sur est-ce que ça appartient à du vivant. Mais trouver des molécules comme ça, dans des météorites, on en trouve, mais de plus en plus, parce que les méthodes analytiques de la chimie sont de plus en plus puissantes. On a de plus en plus d'outils spectroscopiques, enfin, on a plein de technologies maintenant. Et justement, Stéphane Mazvet, est-ce que cette difficulté à définir la vie, elle est liée aussi à la manière dont on peut aujourd'hui aller au plus petit ? Est-ce que du coup les frontières sont de plus en plus floues? On s'en rend compte? Est-ce que la définition de Marie-Christine vous convient? Quelle serait votre définition de la vie? On voit bien que c'est de plus en plus flou. Qu'est-ce qui fait qu'on passe Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit Marie-Christine, c'est-à-dire d'avoir, on entend souvent, même dans les médias, on a trouvé 3 acides aminés sur la comète, je ne sais pas quoi, on a trouvé la vie sur la comète. Ça n'avance pas grand-chose, comme un chimiste que j'aime bien dit toujours, c'est de la chimie intéressante, mais ça ne nous rapproche pas de comprendre ce que c'est que la vie et comment est-ce qu'on passe de la chimie ou de la biochimie à la biologie. Par contre, quand on se pose la question, je vais envoyer une sonde sur Mars ou je vais construire un télescope pour aller caractériser des planètes pour savoir s'il y a de la vie, en fait, on est assez contraint dans les définitions de la vie qu'on utilise. Et en fait, scientifiquement, puisque à l'heure actuelle, on ne connaît que la vie qu'il y a sur Terre, donc on connaît les marqueurs et comment la vie qu'il y a sur Terre va interagir avec l'atmosphère, comme on caractérise des exoplanètes, ce qu'on espère faire. Alors, le James Webb Space Telescope, il y avait une photo tout à l'heure. Oui, absolument. Donc voilà, il va commencer à regarder les atmosphères du système trappiste, là, donc peut-être vers la fin de la décennie. De la création. Voilà, donc on regarde en faisant du transit, c'est-à-dire qu'on fait des petites éclipses avec un système un peu particulier où les planètes tournent autour de leur étoile en une dizaine de jours. C'est une petite naine rouge, donc c'est le système trappiste. On pense qu'il y a 2-3 planètes qui sont à la bonne distance pour être dans la zone habitable, et on va essayer de regarder est-ce qu'elles ont vraiment des atmosphères qui correspondent à un environnement
ou qui correspondrait à une condition habitable, c'est-à-dire avoir du CO2, avoir peut-être de l'eau et de l'eau liquide en surface, puisque c'est l'élément basique. Donc d'un point de vue astrophysique, la première des choses quand les astrophysiciens vous disent on cherche la vie, on cherche avoir de l'eau liquide en surface, parce qu'on sait que c'est l'élément indispensable de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Après, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin, et ça, c'est des travaux qu'on fait depuis 4-5 ans avec des biologistes et des gens qui font la modélisation des écosystèmes, c'est-à-dire regarder un peu sur des formes de vie primitives, c'est-à-dire chémiotrophiques, c'est-à-dire de la vie comme on voit sur Terre qui utilise que les gradients chimiques, de voir comment ça impacte, parce qu'on fait des belles modélisations d'écosystèmes, on en entend beaucoup parler maintenant sur l'impact de la vie sur Terre, de voir sur ces différents métabolismes avec de la photosynthèse non oxygénique, de la photosynthèse oxygénique, si vous démarrez ces écosystèmes, comment ça va impacter l'atmosphère, parce que c'est quelque chose que ça m'a surpris, personne n'avait vraiment quantifié, et de voir justement, en caractérisant cette atmosphère, si vous allez reconnaître des fonctionnements de vie tels qu'on le connaît sur Terre, avec des conditions planétaires qui nous parlent. C'est-à-dire aussi donc, que Marie-Christine Morel disait que la vie dépend de l'environnement, cette manière de réagir avec l'environnement, mais ça veut dire aussi qu'elle a un impact sur l'environnement, et que c'est une coévolution entre la vie et son milieu. Exactement. Et c'est exactement l'idée sur laquelle on a travaillé ces dernières années. C'est en fait, ce qu'on a réussi à montrer dans une série de papiers, c'est que dès que la vie est apparue sur Terre, c'est-à-dire aux alentours de 3,5 milliards d'années de notre point de vue, on est à peu près sûr que ça a démarré, c'est-à-dire de la vie unicellulaire avec des métabolismes extrêmement lents. Donc l'a priori de tout le monde était de dire mais ça n'a pas d'impact dans l'atmosphère. On s'est rendu compte que si, ça a un impact considérable sur l'atmosphère. Ça a probablement créé les premières glaciations quand il y a eu les premières extinctions avec l'apparition de l'oxygène, qui est un poison pour la vie non oxygénique. Et donc on voit que si on prend cette image, que si on prend la Terre, il y a une coévolution de la vie et de l'atmosphère. C'est-à-dire c'est un couplage complet entre la planète qui a continué à évoluer puisque le Soleil a changé sa luminosité, il y a eu différents régimes tectoniques, différents volcanismes, donc vous avez toute une partie géophysique, et de la vie qui s'est couplée à ça, qui vous a donné des conditions marquées dès le départ. Et donc il y a toujours eu cette coévolution de la planète avec de la vie dessus. Ce qui fait aussi, et là j'en reviens à votre découverte, Abderrahmane Albani, c'est que les conditions atmosphériques, on a parlé d'oxygène, ont joué sur la vie, et peut-être que la vie est peut-être apparue même complexe, même multicellulaire, avant ce qu'on pense. Elle a peut-être disparu, réapparu. C'est lié aux conditions, et ça influe sur les conditions. Moi j'aime beaucoup le terme que Stéphane a utilisé de coévolution, parce que, bon, peut-être qu'on ne le sait pas, mais l'oxygène qu'on respire aujourd'hui, ce sont des micro-organismes, les cyanobactéries qui ont produit ça. Ce sont des organismes unicellulaires. Hein, vivants. Bien sûr. Et donc, ils ont joué un rôle incroyable dans la production d'oxygène dans l'atmosphère. Ça ne s'est pas fait comme ça a pris du temps. Mais c'est arrivé après une énorme crise que la Terre a subie aux alentours de 2,5 milliards d'années, à savoir une grosse glaciation. La toute première glaciation que la Terre a subie. Mais cette glaciation est arrivée suite à des mouvements tectoniques. Ces mouvements tectoniques, ils ont énormément consommé de CO2. Et donc, étant donné qu'on a moins de CO2, le climat se refroidit. Et puis la Terre a plongé pendant plusieurs dizaines de millions d'années dans une phase de glaciation avec une crise terrible. Et par la suite, on sort de cette glaciation. Quand on va sortir de cette glaciation, pour revenir à l'histoire de la coévolution, il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui ne pouvaient pas quitter les roches dans lesquelles ils étaient fixés et qui vont arriver dans les océans. Et quand ils arrivent dans les océans, donc ils apportent des éléments nutritifs. Et le vivant, il adore ça. Donc les cyanobactéries sont développées, ils ont commencé une phase de photosynthèse, ils produisent de l'oxygène. Ça a démarré aux alentours de 2,3 milliards d'années. Le terme qu'on utilise, Great Oxidation Event, l'événement oxydant majeur, si on le traduit comme ça. Et l'histoire gabonaise, c'est-à-dire les fossiles qui ont été découverts au Gabon, ils collent parfaitement bien avec cette 2,1 milliards d'années. On est pile poil sur le sommet de cette augmentation d'oxygène. Donc nous, on est très dépendants, bien entendu, de comprendre le métabolisme cellulaire en présence ou pas d'oxygène. Ça, c'est nous, les géologues, on n'est pas du tout spécialistes ni compétents. Mais quand on discute avec nos amis biologistes, ils nous expliquent que l'oxygène va jouer un rôle très important
d'abord dans la mise en place, dans l'émergence de cette vie pluricellulaire, mais plus tard, dans la première crise biologique, parce qu'il y en a une, parce que cet oxygène-là, il ne va pas rester constant tout le temps. À un moment, il va chuter, pareil, pour des raisons tectoniques, parce que tout ce qui a été formé auparavant en termes de dépôt organique, matière organique, et s'est trouvé par un jeu de tectonique en surface. Donc la tectonique, comme vous le savez, ça forme des chaînes de montagnes. Et cette matière organique qui s'est trouvée en surface, elle a pompé le peu d'oxygène. Bon, il avait, alors c'est débattu là aussi entre 5-10% par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 21% d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc cet oxygène va être complètement pompé par l'altération des roches qui étaient organiques, et donc ça prend l'oxygène. Et puis du coup, on rechute, on rentre dans une phase de rechute, et là, on a une première crise biologique, et les premiers organismes pluricellulaires vont disparaître. C'est ça, quand vous dites crise biologique, c'est extinction. Extinction. On commence à parler d'extinction à partir du moment où on voit, c'est à l'échelle globale, ça dépasse 90% d'espèces qui vont disparaître. Donc crise biologique, il va y en avoir. On en connaît les 5 majeures, qui sont connues. Mais en fait, des crises biologiques, la Terre ou le vivant va connaître pendant toute l'histoire où le vivant a pu se mettre en place. Donc le terme coévolution, moi je le trouve parfaitement adapté. Le vivant interagit avec son milieu, et s'il n'y avait pas cet oxygène-là, on n'aurait pas ces formes de vie. Et si ces formes de vie-là n'ont pas disparu, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que la vie aurait continué jusqu'à maintenant? On serait là ou pas? On peut même se poser des questions philosophiques. Qu'est-ce qui serait passé? C'est ces organismes de 2 milliards. Ces organismes multicellulaires dont vous avez retrouvé les fossiles. En fait. C'est ça. Qui peuvent atteindre des dimensions autour de la vingtaine de centimètres, avec 16 morphotypes différents, avec des macros et des micros. Donc on a un magnifique écosystème qui se trouve conservé dans des conditions, j'allais dire, privilégiées. S'il n'y avait pas ces conditions-là, on n'aurait absolument pas... Le plus difficile, j'allais dire, bon, c'est peut-être à relativiser, mais la vie, elle est là, mais il faut la conserver dans les roches anciennes. C'est ça le problème. Et donc, pour avoir des fenêtres sur l'histoire de la vie, et des fenêtres en bon état de conservation, c'est pas évident, parce que les endroits dans le monde où on peut avoir un regard sur les origines de la vie, que ce soit la vie dès le départ à 3,5 milliards d'années ou la vie pluricellulaire, il faut se trouver dans des contextes géologiques qui sont favorables, d'abord à la conservation, premièrement, et au moment de la mort de l'organisme, et puis aussi les conditions tectoniques liées aux déformations que la Terre va subir par la suite. Il y a toute une espèce d'alchimie qui permettrait ou pas d'avoir un regard sur les origines. Les origines, justement, de la vie, on parle tout de suite, quand on parle d'origine de la vie, on parle tout de suite d'extinction aussi, de disparition, de réapparition. Est-ce que ce sont des scénarios, évidemment, sur lesquels vous travaillez? Est-ce que cette quête, on l'a dit au début, totalement impossible, des origines, justement, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui? C'est ça le problème. Marie-Christine. Je crois que c'est ça le problème, c'est-à-dire que plus on n'a pas de traces. Voilà. On n'a aucune trace des origines de la vie, et même, j'entends dire 3,5 milliards d'années, on n'a aucune trace sûre, certaine, de 3,5 milliards d'années. On a éventuellement des formes, c'est William Schopp, dans les années 80, qui avait montré, après certains autres, mais enfin, qui avait montré de manière, semblait-il, certaine, qu'il y avait des cyanobactéries qui avaient formé les premiers stromatolithes, c'est-à-dire stroma, ça veut dire couche, lithe, ça veut dire pierre, donc des bactéries qui vivaient aux alentours de 3 milliards d'années, selon William Schopp, en Australie occidentale, dans la vallée dans la baie des Requins. Et il avait montré donc ces monticules étaient formés par des cyanobactéries, des bactéries anciennes donc qui avaient un métabolisme et qui vivaient à la queue leu-leu et qui formaient donc des espèces de filaments qui, au fur et à mesure, s'étaient entassés, qui avaient sédimenté et puis qui avaient formé des petits monticules qu'on appelle des stromatolithes. Donc ces travaux étaient absolument magnifiques. Il y a eu des articles dans Nature, le comble de la publication scientifique. Et puis ça a été remis en question de manière assez évidente par David Brasier, qui a montré que ce genre de formation trouvait ses origines par l'hydrothermalisme, au cours de l'hydrothermalisme. C'est des sources d'eau chaude. Des sources d'eau chaude, oui, hydrothermalisme.
Et donc, voilà, ça a été très, très remis en question. Il y a eu d'autres travaux. Alors, évidemment, ce qu'il y a de bien dans la science aussi, c'est qu'il y a des débats. Hein, c'est-à-dire, on n'a pas une vérité, quelqu'un qui trouve un truc et puis qui dit, ça y est, on s'arrête là et on passe à autre chose. Non, il y a des débats, il y a des chercheurs qui travaillent sur le même sujet et qui soit qui se complètent, soit qui se contredisent. Et donc, il y a eu un débat très très fort. Moi, j'avais assisté à un débat épique entre Brasier et Schopf dans un congrès dans les années... je ne sais plus quand, début des années 2000. Et c'était passionnant, mais en même temps, c'était très intéressant. Donc là, les traces plausibles, et c'est toujours pas des traces certaines, les traces plausibles que les géochimistes montrent comme étant des éventuelles traces de vie, de formes de vie bactérienne, datent de 2,7 milliards d'années. Donc, aux alentours de 2,7 milliards d'années, il semble qu'il y ait eu des bactéries. Et alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit l'un et l'autre à propos de l'oxygène, parce que avant 2,5 milliards d'années, la vie était anaérobie, c'est-à-dire vivait sans oxygène. L'oxygène était un poison. L'oxygène que nous respirons est un déchet. Hein, on en a un besoin absolu maintenant, mais c'est un déchet. Et ça rejoint aussi, enfin je vais du coq à l'âne, non, allez-y. Mais par rapport à rechercher la vie ailleurs. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Thomas Kuhn, qui a écrit La structure des révolutions scientifiques, et qui explique que ce qui est important dans la recherche scientifique et dans la découverte scientifique, ce sont les anomalies. Quand on trouve une anomalie, eh bien, c'est là qu'il faut aller chercher. Et on ne cherche pas la vie ailleurs, ou même sur Terre d'ailleurs. D'ailleurs, sur Terre, on ne connaît que 20% de tous les organismes qui existent à l'heure actuelle. On a 80% d'inconnus, de choses que l'on connaît, qu'on a aperçues, mais qu'on est incapable de caractériser, parce qu'on ne peut pas les reproduire, les cultiver en laboratoire, et savoir donc à qui appartient tel fragment d'ARN, tel ribosome, qui n'a rien à voir avec les ribosomes que l'on connaît, enfin, etc. Donc il y a 80% du vivant sur Terre que nous ne connaissons pas. Donc, alors, aller chercher la vie ailleurs, c'est génial, mais vous voyez, il ne faut absolument pas s'appuyer sur la vie telle qu'on la connaît sur Terre, surtout qu'on n'en connaît que 20%. Donc, moi, ce que je pense, c'est que chercher vraiment des anomalies, enfin, comme l'oxygène a été une anomalie soudain qui est apparue parce que, en fait, la photosynthèse oxygénique existait, tout l'oxygène qui était produit se fixait sur le fer, sur les minerais de fer, sur la terre primitive, donnant de la rouille, du fer oxydé. Et lorsque tout le fer a été oxydé, et le minerai de fer que l'on exploite aujourd'hui date de cette époque-là, des premiers temps de la terre primitive, et bien lorsque tout le fer a été oxydé, l'oxygène s'est développé dans l'atmosphère, et les organismes aérobies qui végétaient, eh bien, se sont répandus et ont pris le dessus et ont permis donc à la vie, aux plantes, enfin, etc., de se développer. Donc, moi, je pense vraiment que cette question d'anomalie, enfin, de choses, de déchets ou de je sais pas quoi, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça qu'il faut aller chercher pour trouver l'origine de la vie. Albert, vous vouliez réagir? La science, c'est un débat, heureusement. Bien sûr, bien sûr. Heureusement, et je ne suis pas d'accord avec vous. Comment ça se d'accord avec toi. Comment ça se fait? Permettez-moi de ne pas être d'accord sur un point. Sur un point concernant le débat Schopf-Brasier, c'était un débat, c'était presque du spectacle. Entre les deux, si on les met ensemble, ils s'entretueront, ces deux-là. Non, mais il y en a déjà un qui est mort. Je suis au courant. Mais en fait, heureusement, il y a eu énormément de travaux, notamment en France. On a des gens au Muséum d'histoire naturelle, par exemple, qui bossent là-dessus. J'en connais un certain nombre, Karim Bezzahara et Kevin Lepeau, tout un tas de collègues, et puis d'autres. Il y a énormément de travaux qui ont été publiés sur des formations très anciennes, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique du Sud. Et donc, parce que la technique a évolué. Aujourd'hui, on appelle la nanopétrographie, c'est-à-dire on est capable d'aller couper des
des machins qui font à peine 10 microns, voire plus. C'est invraisemblable de quoi on est capable aujourd'hui couper des petites cellules et analyser ces cellules pour comprendre la nature du carbone qui est dedans, si c'est du carbone minéral, si c'est du carbone organique, faire de l'isotopie. Bref, je vous passe les termes barbares, mais en tout cas... Sur des roches, sur des pierres, pour trouver des fossiles. Donc on trouve des formes, et évidemment cette forme, elle peut être biologique ou pas. On n'en sait rien au départ. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Elle est de très petite taille, microscopique. Eh bien aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué, et donc on peut aller chercher ces trucs microscopiques, les couper pour en faire ce qu'on appelle les coupes fibres, peu importe. Donc les emmener au microscope électronique transmission, faire enfin bref, les techniques passant, pour dire effectivement si c'est organique ou pas. Énormément de travaux montrent que jusqu'à 3,5 milliards d'années, on a des caractérisations depuis l'histoire de Brasier, Schoff, etc. On a des caractérisations sérieuses qui nous disent clairement que les premières traces de vie sont ça ressemble à des filaments bactériens 3,5. Là où c'est débattu, c'est tout ce qui a été publié et qui montre des choses beaucoup plus anciennes. Un article qui est sorti dans les PNAS, publié par Stanford, où ils ont été chercher des reliquats de molécules organiques qui sont piégées dans du zircon. Ils l'ont publié. Et en caractérisant ce truc-là, ils arrivent à montrer qu'il y a un carbone, pour simplifier, d'origine organique. Ça a fait couler beaucoup d'encre, c'est débattu, etc. Aujourd'hui, je pense que 2,9 milliards d'années, on a des maths bactériens dans le bassin de Barberton, en Afrique du Sud. Ça a été publié par Noranov que d'autres. Donc, on a, évidemment, on peut discuter, et tout ça paraît peut-être pour vous aberrant, mais c'est quand même des centaines et des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années. Ça donne le vertige, mais c'est ça. Et le problème, c'est trouver des traces en bon état de conservation. Et la difficulté, elle est là. Et heureusement que les méthodes et les techniques ont évolué, et puis le débat continue. Le débat continue, et la question, de toute façon, ne peut pas être tranchée, Stéphane Mazet. Évidemment, sur la question de l'origine, de l'apparition de la vie, on peut continuer là-dessus. On peut aussi aller vers l'évolution de la vie, vers du complexe. Et aussi sur le fait que, pour le moment, il n'y a que sur Terre que ces anomalies, que cette biochimie, enfin que toutes les conditions géologiques, atmosphériques, et j'en passe, ont été réunies. Et il y a aujourd'hui dans la communauté, notamment des astrophysiciens, certains qui disent oui, il y a sûrement de la vie ailleurs, vu le nombre d'exoplanètes et de planètes, d'autres qui disent, comme Jean-Pierre Bibring, peut-être que la vie est terrestre, ou que la Terre est biophile, c'est comme ça qu'on dirait. Qu'en pensez-vous, Stéphane Mazet? Je suis assez d'accord avec Jean-Pierre, en fait, puisque alors je vais quand même répondre à Marie-Christine sur le fait que de chercher des anomalies. Donc, effectivement, on se dit, bon, on va chercher des anomalies. Mais après, on se pose toujours la question des anomalies par rapport à quoi? Donc, parce qu'on connaît. Bah oui, mais c'est ça. Mais, donc, et en fait, la perspective, c'est effectivement, c'est un peu ce que Caroline disait, c'est l'oxygène peut être considéré comme une anomalie. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions? Parce qu'à l'heure actuelle, dans la communauté scientifique, c'est surtout des discussions qui ont lieu à la NASA, la question se pose, c'est quel est le prochain télescope que l'on construit après le GWST pour aller caractériser justement ces planètes habitables. Et donc la question, qu'est-ce que c'est qu'une anomalie, devient très concrète, parce que vous devez construire un télescope d'une certaine taille, oui, qui va exactement, et pas que ça, c'est-à-dire c'est pas toujours facile à faire, qui va regarder une certaine plage de longueur d'onde, c'est-à-dire que par exemple le James Webb regarde dans l'infrarouge, donc ça va vous donner des molécules de CO2, de méthane, mais il faut que ça soit refroidi, il faut que ça soit de l'autre côté de la Lune, comme le James Webb, et il faut qu'il soit beaucoup plus grand, 2 à 3 fois plus grand. Donc là, vous êtes cantonné à vous dire, bon alors, est-ce que mon anomalie, je vais l'utiliser du méthane et des proportions de méthane et de CO2, ou alors vous dites, je vais faire quelque chose dans le visible, donc peut-être je vais pouvoir détecter de l'oxygène. Est-ce que l'oxygène est une anomalie pertinente pour caractériser la vie? Et ma réponse à ça, c'est quand on regarde justement l'histoire de la vie sur Terre, et pour situer le débat que l'on avait, c'est-à-dire la Terre, il y a 4 milliards d'années, le Soleil était 75% de sa luminosité actuelle. Donc en fait, la Terre était en dehors de la zone habitable. Pour qu'elle soit habitable et qu'il y ait de l'eau en surface, parce que ça, on est à peu près sûr qu'il y a 4 milliards d'années, il y avait de l'eau en surface, il y avait 400 à 500 fois la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc vraiment des conditions très différentes. Il faut imaginer une Terre avec
qui tournait en à peu près 16 heures, c'est-à-dire un jour durait 16 heures. La Lune était très proche parce que la collision, il faut savoir que le binôme, parce que c'est presque deux planètes qui sont nées d'une collision, hein. La Terre et la Lune, ça vient d'une collision de deux planètes, et la Lune s'éloigne petit à petit de la Terre et ralentit sa rotation. Donc on avait une Lune beaucoup plus proche, avec des effets de marée beaucoup plus proches. Donc ça, c'est ce qu'on connaît de manière astrophysique et qu'on a recollé de manière géophysique, c'est-à-dire pas d'oxygène, c'est-à-dire rien de vert sur la planète, que des cailloux, beaucoup de CO2, probablement pas mal de brume de méthane, puisque s'il y a de la vie qui a démarré à cette époque-là, il y avait beaucoup de concentration en méthane. Donc ça, c'est les conditions qu'on pense où il y avait de la vie sur Terre. Donc vous voyez que construire un télescope, c'est s'inspirer aussi de l'histoire de la Terre. On est parti de ces conditions avec beaucoup de CO2, du méthane, pas d'oxygène. Quand on parle de la grande oxydation aux alentours de 2 milliards d'années, c'est jamais que 1% d'augmentation d'oxygène dans l'atmosphère. Et ça, pour construire un télescope qui va vous détecter ça, on ne le verra pas de notre vivant, parce que les planètes, les exoplanètes, elles sont extrêmement loin. Et donc, l'oxygène devient détectable sur Terre quand ça atteint le deuxième bond, parce que l'oxygène est allé en 2 bonds, et le deuxième bond, c'est aux alentours de 800 millions d'années. Et donc, c'est là, vous avez 20%, vous allez pouvoir le détecter avec un télescope. Donc j'explique ça pour montrer la difficulté de l'anomalie. Donc si on prend l'oxygène comme étant une anomalie, on va se dire je vais construire un télescope pour détecter de l'oxygène. Et tout de suite, ça ne devient plus une anomalie. Voilà. Mais non, mais si, parce que ce télescope va détecter de l'oxygène, mais représente une signature de la vie sur l'atmosphère qui représente que 800 millions d'années sur les 4 milliards d'années où on pense quand même qu'il y a eu de la vie. Donc, de caractériser clairement qu'est-ce que c'est que cette anomalie et quel est l'instrument que je dois construire, sachant que les étoiles, elles sont quand même fixes, hein, donc vous avez des distances, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, c'est pas aussi facile que ça. Et donc, de s'inspirer, c'est un débat qu'on a dans la communauté, hein, de s'inspirer de la vie sur Terre, c'est regarder, chercher ses clés sous le lampadaire, hein, puisque c'est la seule chose que l'on connaît, mais sortir de cette méthodologie n'est pas aussi simple que ça. Et pour ce qui est... Je voudrais juste ajouter quelque chose. Marie. D'abord, moi je suis fascinée par ce que font les astrophysiciens, parce qu'ils consacrent leur vie, enfin ce sont des saints, c'est-à-dire qu'ils consacrent leur vie à monter, à monter des projets de recherche dont ils ne sauront jamais, c'est vrai. Jamais où ça aboutira, puisque ce sont des projets sur 50 ans. Ah non, j'espère pas. Quand même. Mais non, si, moi j'en connais, je te jure, qui travaillent, qui mettent au point justement tout ce que tu as décrit. Ils ne sont pas sur les bons projets. Oui. Tout ce que tu as décrit qui est absolument fascinant, qui nécessite une technologie extrêmement... performante, précise, précieuse, très très chère et tout ça. Donc c'est mais la chose que je veux dire, c'est que si on cherche une anomalie, ça n'est déjà plus une anomalie. Oui, tu vois, donc c'est pas la peine de chercher une anomalie si on sait déjà que cette chose-là. Donc moi j'ai repris cette histoire d'anomalie énoncé par un philosophe parce que c'est un concept intéressant, mais bon, ça n'existe pas en tant que tel. Mais c'est pour reprendre l'idée, reboucler, excusez-moi j'étais un petit peu long, c'est pour reboucler justement sur l'idée, parce que c'est de se poser la question aussi, est-ce que la vie qu'il y a sur Terre, c'est quelque chose de générique, auquel cas c'est pas une anomalie, toutes les planètes habitables auront de la vie qui évolue, etc. Ou de se dire, peut-être que la vie telle qu'on la connaît sur Terre, et il y a quand même ça se développe pas mal à l'heure actuelle, de se dire, la vie qu'on a sur Terre, c'est peut-être un phénomène uniquement terrestre. Et ces idées-là, elles viennent justement avec la découverte des exoplanètes, c'est-à-dire pendant tout le XXe siècle, on avait un peu une vision généraliste, c'est-à-dire que on reprend ce qui était dans ce bouquin du début du XXe siècle, où on a commencé à comprendre comment les planètes se formaient autour des étoiles, c'est-à-dire à partir d'une nébuleuse, donc quelque chose d'assez générique, et de se dire, si on a compris comment les planètes se forment font partie de la formation stellaire,
nécessairement, il y a plein de systèmes planétaires qui ressemblent au Soleil, nécessairement, il y a plein de planètes qui ressemblent à la Terre, et nécessairement, il y a plein de vie dans l'univers. Ce qu'on a découvert, en fait, et c'est un peu comme ça qu'on a découvert les exoplanètes, c'est que le système solaire, c'est peut-être une anomalie. C'est-à-dire que quand on regarde sur les 5000 planètes que l'on a détectées à l'heure actuelle, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait que le système planétaire ne ressemble pas au système solaire, on a regardé, on a retourné nos télescopes dans des configurations différentes et on a commencé à trouver des planètes dans tous les sens. À l'heure actuelle, on est capable de vous dire qu'il y a des planètes quasiment autour de toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel. Et c'est assez paradoxal parce que c'est vrai qu'une partie de la communauté astrophysique dit il y a tellement d'exoplanètes, tellement de planètes, tellement d'autres systèmes qu'il y a sûrement de la vie ailleurs, et d'autres disent mais non, puisque c'est en coévolution. Enfin, c'est en discussion, c'est pareil, c'est en débat. C'est en coévolution, et donc c'est lié à notre Terre. C'est ça. Et donc, du coup, si je finis juste et puis je vais repasser les paroles aux collègues qui vont me contredire, mais donc, du coup, c'est le fait de comprendre que le système solaire, en fait, est assez particulier, c'est-à-dire d'avoir cette cortège de petites planètes à l'intérieur et des grosses planètes vers l'extérieur du système solaire, c'est arrivé avec un scénario assez dynamique, c'est-à-dire qu'on est sorti d'une vision statique de formation des planètes, c'est-à-dire les planètes ont bougé depuis qu'elles sont apparues, elles ont bougé, elles ont mis des conditions, amené de l'eau sur Terre, une des énigmes qu'on n'arrivait pas à résoudre pendant des décennies, c'était pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau sur Terre, parce qu'il ne devrait pas y avoir de l'eau sur Terre dans une formation statique du système solaire. Et donc, on commence à penser que le système solaire est particulier. Et donc, du coup, si on voit que tous les ingrédients, la Lune qui a stabilisé l'axe de la Terre, la façon dont l'eau est arrivée sur Terre, peut-être que ça n'arrive pas aussi rapidement ou aussi facilement qu'on le penserait. Et du donc coup, peut-être que c'est plus particulier qu'on croit. Et du coup, j'ai envie peut-être qu'on avance un peu sur cette donc, particularité qui rend la vie d'autant plus précieuse si elle n'existe que sur Terre, et sur aussi la vie complexe. Alors, vous avez dit, Marie-Christine, on pense qu'à nous, c'est vrai, mais il n'y a pas que nous, il y a les animaux, il y a les bactéries, enfin voilà. Comment se fait-il qu'il y ait eu, enfin, non pas comment se fait-il, mais ça fait partie aussi des questions qu'on se pose sur la vie aujourd'hui, et sur c'est quoi, c'est vers toujours plus de complexité ou pas? Oui. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Alors, juste pour revenir sur l'oxygène, aujourd'hui, la communauté scientifique internationale est partie au départ de 1%, aux alentours de 2 milliards et quelques. Ça a beaucoup évolué. Si vous regardez tous les articles qui sortent dans Nature ou autres, peu importe, hein, ils sont pratiquement, et ça me fait très plaisir d'ailleurs, parce que tous d'accord sur le fait que le premier pulse d'oxygène vers 2 milliards et quelques, il est presque équivalent à celui qui va arriver vers les 800-700 millions d'années. Sachant que le deuxième, là, vers 700-800 millions d'années, il va arriver aussi après une glaciation. Et derrière, on va voir arriver la faune d'Ediacara. En Australie, il y a une faune très célèbre, très connue, qui va disparaître aussi parce que l'oxygène va rechuter. Et puis, on rentre dans l'explosion cambrienne, et là, Darwin arrive. Voilà. Donc là, on est sur le terrain de Darwin. L'explosion de la vie. L'explosion de la vie. Et là, on est parti sur l'histoire de l'évolution. Hein. Donc Darwin, tout ce qui est en dessous, ne l'a pas vu. Il n'a pas eu le temps, il faut plusieurs vies. Donc en fait, l'oxygène joue un rôle important. Donc là, aujourd'hui, on est rendu presque à 10%. Et pendant combien de temps alors justement, pendant 200 millions d'années. Ouais, mais alors c'est peut-être peu, mais moi voilà, je trouve 200 millions d'années, c'est énorme. L'oxygène, c'est vrai qu'au départ, il est toxique, bien entendu, parce que le vivant ne le connaissait pas, il va arriver un élément, c'est ce bazar. Et par la suite, il va s'adapter. Et c'est là où nous, on se pose plein de questions. C'est notre chantier, en fait, c'est cette période où on n'avait pas d'oxygène. Il y a l'oxygène qui arrive, et on passe de l'unicellulaire au pluricellulaire complexe, voire même eucaryotique. Aujourd'hui, on peut dire que la communauté scientifique internationale est d'accord sur les premières cellules qu'on appelle eucaryotes. Il y a les bactéries prokaryotes. Eucaryotes, c'est nous, hein, celui-là avec un noyau, etc. Eh bien, on est autour de 2 milliards. Et si on regarde bien, et on corrèle avec l'histoire de l'oxygène, on voit bien que c'est quelque chose qui colle parfaitement avec l'histoire de l'oxygène qui monte vers 2 milliards d'années. Hein, et puis après, il va rechuter, et augmente, et il va rechuter. Et donc, à chaque fois, on a un impact et des crises biologiques. Donc une coévolution, si on regarde ce schéma-là de loin, évidemment, on voit bien que la vie est dépendante de son environnement. Et c'est là où moi je suis très fasciné par la technique et par ce que vous faites. Moi, ça me séduit, mais alors là, je suis un gouffre d'ignorance, je ne comprends rien. C'est très compliqué, c'est des physiciens.
Et nous, on est loin de tout ça. Mais par contre, d'un autre côté, l'histoire de la Lune, 30% ou 40%, peu importe, proche de la planète, pour nous, géologues, c'est extraordinaire. Tout le monde sait que pour faire des marées, et nous, on sait lire les marées dans les roches. On est capable, ça, on sait faire. Hein. Donc, on a une roche et on sait dans quelles conditions cette roche s'est formée. Pour nous, une roche, c'est comme une boîte noire d'avion. Malheureusement, quand il y a un crash, voilà, vous allez voir la boîte noire pour voir... Personne n'était là il y a 2 milliards d'années ou 4 milliards d'années pour savoir ce qui s'est passé, si l'environnement était favorable, s'il y avait de l'oxygène et tout ça. Toutes ces histoires, ils sont inscrites dans la roche. Et nous, on a un rôle, nous les géologues, en tout cas, on a un rôle d'enquêteur, on essaie de les faire parler pour savoir s'il y avait de l'oxygène, s'il n'y en avait pas, beaucoup, est-ce qu'il y a de la vie qui est associée, etc. etc. Et donc, vous vous basez, ou pas, j'imagine, sur les données apportées par les travaux des géologues, des géochimistes, etc. Et puis après, il y a tout ce travail qui est pour moi fascinant, que ce soit l'histoire martienne aussi, ça me fascine. Mais après, c'est toujours le côté technique qui me séduit beaucoup, mais après, je me pose la question. Quand on voit aujourd'hui la difficulté à trouver des traces de vie de 3 milliards d'années en bon état de conservation sur Terre, tout en étant, nous, là, en train de chercher, on envoie tous les robots qu'on veut, c'est pas évident. C'est compliqué. Eh non. Mais allez-y, répondez, parce Stéphane. Parce que tout l'enjeu qu'il y a autour de Mars, il est le fait que Mars n'a jamais eu de tectonique. C'est-à-dire que le sol de Mars a 4 milliards d'années, plus ou moins quelque chose. Donc il n'y a eu que du volcanisme, il n'y a pas eu de tectonique. C'est-à-dire la tectonique, c'est ce qu'on a eu sur Terre. Alors, on ne sait pas trop quand ça a démarré, mais c'est toute la croûte qui est remélangée, c'est-à-dire que tout ce qui était en surface rentre dans des zones de subduction, font des montagnes, etc. Mars n'a pas eu de tectonique, et donc pourquoi est-ce qu'on envoie autant de sondes sur Mars? C'est parce qu'on espère trouver dans les roches qui datent de 4 milliards d'années, qui n'existent quasiment plus sur Terre, ou sont fondus, ou ne sont pas restés en surface. Donc Mars, on espère justement explorer la Terre il y a 4 milliards d'années, parce qu'on arrive à faire des modèles, et on a juste un papier qui vient de sortir il n'y a pas longtemps là-dessus, où Mars, il y a 4 milliards d'années, a de l'eau liquide en surface. On voit la surface de Mars, si vous regardez Mars, on voit qu'il y a des traces de fleuves, enfin il y a quelque chose qui a ruisselé. Est-ce que c'était vraiment de l'eau liquide en surface? C'est un vrai débat, mais on peut partir de cette hypothèse. Et en faisant des modélisations atmosphériques, vous pouvez mettre une composition atmosphérique où effectivement vous pouvez avoir de l'eau liquide en surface. Ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a même mis des méthanogènes à fonctionner pour se dire qu'est-ce que ça va changer sur l'atmosphère de Mars, combien de dépôts vont pouvoir être et à quelle profondeur la matière organique a pu se développer pendant la partie où Mars a été habitable, pour justement envoyer des sondes dans des endroits privilégiés pour se dire là, c'est là qu'il faut creuser parce que des petites bactéries, donc c'est quelque chose d'unicellulaire, a pu se développer sur Mars, laissés dans la roche des fossiles qui attendent d'être explorés 4 milliards d'années plus tard. Et donc répondre aux questions qu'on se pose sur Terre il y a 4 milliards d'années. C'est toujours une histoire de translation. Comment est-ce qu'on peut utiliser les autres planètes qu'on a à notre disposition pour mieux comprendre l'histoire de la Terre? C'est ça, au fond, c'est pour mieux comprendre l'histoire de l'émergence de la vie sur Terre. Et si on trouvait effectivement, au fond, c'est pas tant que ça de trouver de la vie ailleurs. Là, je me donne à vous, Marie-Christine Morel, parce que vous travaillez sur le prébiotique, c'est d'essayer de comprendre comment elle a émergé sur Terre. Oui, donc comment elle a émergé, enfin c'est ce que j'ai dit un petit peu en introduction, c'est-à-dire on part des atomes, des molécules qui se forment tout simplement par réaction, les atomes réagissant les uns avec les autres forment des molécules, et puis ces molécules se rencontrent dans des sites bien particuliers, donc déjà intervient l'environnement, et sur ces sites particuliers, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir comme quelque chose qui fonctionne. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce sont les mêmes molécules que celles qui constituent le vivant que l'on connaît aujourd'hui? Ou bien est-ce que ce sont d'autres molécules? Et c'est là que je rejoins un petit peu le livre Xénobiologie que j'ai écrit avec Michel Cassé, à savoir que il y a un pan extrêmement formidable et prometteur de la... Ah oui, je suis biologiste quand même, je dois le dire, et je dois dire que dans les années 70, le premier qui a dit
et qui a été énormément décrié pendant au moins 50 ans, le premier qui a dit qu'il n'y avait de la vie que sur Terre, la Terre n'était pas grosse de la vie, c'est Jacques Monod. Qui a eu le prix Nobel. Bon, alors maintenant, tout le monde y revient, tout ça, mais enfin... mais ça donc en tant que biologiste, s'il y a des biologistes dans la salle, ils doivent dire, mais elle ne cite pas Jacques Monod quand même. Non, alors je cite Jacques Monod, Merci qui a été un de nos prix Nobel, qui a fait un travail extraordinaire avec François Jacob, et donc qui a été un des premiers à dire que la Terre n'était pas grosse de la vie et que la vie est apparue seulement sur Terre dans le système solaire. À l'époque, il n'était pas question d'exoplanètes ni rien. Donc, revenons à xénobiologie. Alors, la xénobiologie, donc oui, il y a une discipline absolument extraordinaire. Je vous invite à suivre ce qui se passe au niveau de la biologie de synthèse, ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie de synthèse. C'est-à-dire que il y a des biologistes et des chimistes qui s'intéressent à des... Alors, c'est toujours ces histoires d'anomalies, excusez-moi, j'y reviens, mais c'est vraiment important. On connaît, vous savez, vous avez entendu parler de l'ADN, évidemment, et de l'ARN, avec les 4 bases, ATGC ou AUGC. Eh bien, il y a ces 4 bases qui interviennent dans ce qu'on appelle le code génétique, qui va s'exprimer dans toutes les cellules vivantes pour être transcrit et puis traduit en protéines qui sont fonctionnelles, etc. Eh bien, on connaît aujourd'hui environ une centaine de bases autres que les AUGC ou les ATGC, qu'on appelle des bases non canoniques. Et vous savez que dans le code génétique, je m'excuse, c'est un peu technique, mais il y a ces 4 bases de l'ADN et de l'ARN qui codent pour une vingtaine d'acides aminés. Eh bien, vous savez, et qui vont se mettre bout à bout pour former les protéines. Donc ça, c'est de la biologie. Eh bien, on connaît aujourd'hui plus de 149 acides aminés dans les protéines du vivant. Donc, on n'est focalisé que sur les 4 bases ATGC ou AUGC, sur les 20 acides aminés, mais il y a, excusez-moi, des anomalies, mais qui font bien partie du monde vivant qui vous constitue et qui nous constitue. Donc d'autres vies possibles. Donc d'autres vies sont possibles. Et la biologie de synthèse s'intéresse, donc aujourd'hui c'est une discipline qui a 10 ans d'existence à peine, mais qui fait des travaux absolument extraordinaires, qui arrive à fabriquer par exemple de l'ADN avec 8 lettres, on appelle ça les hashimoji. C'est des Japonais qui ont fait ça. Hashi, ça veut dire 8, et moji, ça veut dire mot. Donc des ADN à 8 lettres qui sont capables de rentrer dans l'ADN actuel et de se répliquer dans une cellule comme Escherichia coli, cette cellule. Et ça, c'est dans l'idée d'imaginer, de creuser vers d'autres formes de vie possibles. Voilà, vers d'autres vies possibles. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais vous utilisez les mêmes éléments qu'il y a sur Terre. Et oui, évidemment, parce qu'on n'a que ça à disposition. Mais ça montre quand même qu'il y a d'autres formes de vie, parce que vous parliez de complexité, d'autres formes de vie possibles déjà sur Terre. Et donc ailleurs, il ne faut pas que ça nous interdise de penser ailleurs. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Puisque les biologistes de synthèse, c'est absolument génial, montrent des choses absolument extraordinaires. Vraiment, je vous invite à lire tout ce qui se passe en biologie de synthèse. Un petit mot d'avenir et puis ensuite peut-être des questions dans la salle. Je reprends ma casquette de géologue, j'y peux rien, c'est comme ça. Bah oui, biologie, géologue et personne n'est parfait. Personne n'est parfait, on est d'accord. Le problème, en fait, qui se pose toujours, c'est de pouvoir trouver des formes de vie, quelle que soit leur nature, quel que soit leur âge, conservées ici, dans une roche, sur Terre ou ailleurs. Le problème qu'on a, le gros problème qu'on a, c'est que la conservation de cette matière organique est très, très, très compliquée, très complexe, pour les raisons qui ont été évoquées, à savoir la géologie, la tectonique, etc., etc. Mais par contre, ce qui commence à émerger, ça pourrait intéresser les Martiens, les gens qui travaillent sur Mars, c'est que, en fait, l'organique peut interagir avec le minéral. Il peut interagir avec le minéral, parce que l'organique, il est pris dans une roche. Et en fait, quand il y a une interaction entre cet organique et ce minéral, ça va laisser des traces. Et on a des analogues martiens sur Terre. On en a pas mal, des sites qui ont été découverts récemment. On en a trouvé en Maroc, qui est formidable d'ailleurs. On a des analogues martiens sur lesquels on travaille et on considère que les conditions qui ont régné sur Mars, tant de milliards d'années, on a quelque chose sous nos pieds là, sur lequel on peut travailler et on regarde. Et en fait, on a remarqué une chose, c'est que quand la matière organique disparaît, elle peut laisser
une signature chimique liée à cette interaction entre l'organique et le minéral. Et donc, en fait, on compare aussi avec des choses beaucoup plus récentes, etc. Et aujourd'hui, on voit, il y a des laboratoires chez nous, on a commencé à regarder ça, et on essaye de se dire, bon, sur Mars, si on n'est pas capable de trouver des formes de vie, ce qui est fort probable, enfin, j'en sais rien, en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas, est-ce qu'on n'a pas la signature chimique laissée grâce ou à cause de cette interaction entre le vivant, donc qui n'est plus là d'ailleurs, et le minéral. Donc ça, c'est une voie sur laquelle on est en train de travailler. On a publié dans l'affaire Nature.com etc. Et donc, on voit, par exemple, le potassium, hein, je ne vous apprends rien, qui est très lié au vivant. Et ce potassium-là, lui, il reste. L'organique qui est porteur de ce potassium va disparaître et ce potassium va interagir avec des minéraux, je ne vais pas entrer dans le détail, argileux entre autres, et ça va donner un minéral qu'on connaît très bien. Et donc, on a été surpris de voir ça en présence, par exemple, de maths bactériens. Donc aujourd'hui, même si le vivant n'est plus là, on peut regarder ce qu'il a laissé comme traces chimiques. Et donc ça peut marcher dans les signatures, des signatures du vivant qui arrivent à se retrouver, qui se retrouvent. Et nouveau rendez-vous pour ces débats au cœur de la science le 13 avril prochain, autour de la question des origines de l'humain, enfin des animaux et de l'humain, puisque nous sommes des animaux, je vous le rappelle. Quand et comment sommes-nous devenus humains? Le sommes-nous vraiment d'ailleurs? Eh bien, on en parlera le 13 avril prochain. Merci à toute l'équipe technique et scientifique de la BNF. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.